Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au FPGA. Au départ réservée aux bidouilleurs, cette technologie est en train d'émerger et révèle un énorme potentiel pour préserver nos anciennes machines. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. FPGA, c'est l'acronyme de Field Programmable Gate Arrays, ou réseau logique programmable. Derrière ce nom barbare se cache un matériel composé de portes logiques entièrement programmables. Un peu comme si un processeur était entièrement ouvert, livré sans jeu d'instructions, en attente d'être programmé. Comme matérialisé sur ce schéma, celui-ci est composé d'entrées-sorties qui peuvent être traitées par des portes logiques ou disposées de mémoire. Cette technologie n'est pas nouvelle et une vingtaine de fabricants commercialisent des cartes de développement FPGA. Ce qui est nouveau, c'est l'usage que l'on en fait maintenant. Depuis quelques mois, de nombreux développeurs se mettent à recréer les processeurs des machines de jeu, telles que les consoles, des PCB de bornes d'arcade ou les micro-ordinateurs des années 80-90. Avant de rentrer dans le détail, on peut se demander pourquoi une telle technologie alors qu'il existe à peu près autant d'émulateurs que de machines et qui fonctionnent très bien de surcroît. L'émulation consiste à transposer chaque instruction d'une machine vers une instruction compréhensible par l'ordinateur hôte. C'est grâce à la puissance de nos machines actuelles et à l'évolution des processeurs que cette transposition en temps réel est possible. Ceci fonctionne bien dans la plupart des cas, mais comme il s'agit d'une interprétation du langage d'origine, celui-ci est déformé au passage et n'est pas totalement fidèle à l'original. Avec le FPGA, le problème est pris à l'envers. Comme il s'agit d'une programmation physique du processeur, celui-ci se comporte exactement comme celui d'origine. Il n'y a aucune émulation ici puisqu'il s'agit du processeur de la machine d'origine qui lit les instructions nativement. Si le processeur d'origine avait un bug dans tel ou tel jeu ou qu'il avait un ralentissement il y a 30 ans sur la machine d'origine, celui-ci se reproduira sur la FPGA. Autre point important, la gestion des périphériques est native. En émulation, la manette est contrôlée par le système d'exploitation hôte, puis interprétée par l'émulateur. Avec le FPGA, les signaux sont directement reçus par la machine, ce qui induit une latence bien moindre. Enfin, dernier point en faveur du FPGA, certains développeurs utilisaient les failles matérielles de certaines consoles, ou machines d'arcade, pour réaliser des effets dans leur jeu, par exemple un clignotement ou un bruit induit par la latence du processeur. Ceci sera finalement reproduit sur le FPGA, mais quasi impossible en émulation. Dans la pratique, une carte sort du lot actuellement. Il s'agit du ou de la DE10 Nano de la société Terasic. Cette carte est très répandue car enseignée dans les universités en tant que carte de développement, c'est pour cela qu'elle est produite en grande quantité. Celle-ci embarque le fameux FPGA, ici un Cyclone 5, 1 Go de mémoire DDR3, un connecteur d'alimentation 5 volts, une sortie HDMI, un seul port USB, des slots GPIO qui serviront à ajouter d'autres cartes, un port réseau gigabit, et un port USB OTG qui servira à rajouter un hub USB avec plus de ports. Elle est vendue environ 120 € sur internet. Cette carte seule permet déjà de se lancer dans un projet FPGA, mais il lui manque quelques composants pour être tout à fait opérationnel. En premier lieu, un module de mémoire SDRAM est fortement recommandé. La mémoire native de la DE10 est en effet trop rapide et ne peut être adressée directement. Ce module sera donc la mémoire centrale des machines hébergées dans le FPGA. Ce module s'insère ici. Second module, un composant RTC composé d'une pile qui permet de garder l'heure sur la machine après un arrêt. Il se glisse ici. Troisième module, une I/O board, là aussi optionnelle mais très pratique puisqu'elle rajoute un dissipateur thermique, un port VGA, idéal pour profiter du rendu de l'époque sur un écran CRT, un port jack pour le son et 3 boutons permettant d'accéder au menu d'application ou de faire un reset du FPGA. On trouve aussi un second port SD indispensable à l'exécution de certaines machines. En effet, la première carte SD contient tous les corps et ROM de jeu, tandis que la seconde, formatée en FAT16, permet l'émulation de lecteurs de disques externes, comme sur l'Atari ST ou MSX par exemple. Dernier module qui me semble indispensable, un hub USB à brancher sur le port USB OTG de la carte DE10. Selon les modèles, il permet de rajouter de 4 à 8 ports USB, bien pratique lorsqu'il s'agit de connecter un clavier, une souris, des manettes de jeu, etc. etc. Il existe des kits à assembler pour une 50aine d'euros en Chine, un peu plus cher dans les boutiques classiques. Attention toutefois, comme il n'existe pas de normes mais qu'il s'agit de matériel libre open source, chaque assembleur peut vendre sa propre carte avec plus ou moins de ports et d'options embarquées. Vérifiez bien avant d'acheter que la carte comporte les ports qui vous intéressent. Ce pack tout en un couplé à une solution logicielle capable de gérer tout cela porte le nom de Mister.
Le lien vers le projet est dans la description. Mister est donc basé sur ce kit à base de cartes DE10 Nano et y ajoute une suite de scripts open source pour gérer l'ensemble. L'installation de la suite logicielle Mister est très simple puisqu'elle s'accompagne d'un logiciel de gravure sur carte SD. Celui-ci installe tout le nécessaire au boot sur la carte DE10 Nano. Après avoir connecté un écran et un clavier à la carte, il suffit d'insérer la carte SD et de booter la bête. Après un premier temps de chargement, appuyez sur la touche F12 pour se rendre dans le menu de configuration. Première chose à faire si vous avez déjà connecté votre joystick préféré, c'est de se rendre dans le menu Define Joystick Buttons afin de mapper les boutons. Rien de sorcier, il suffit de suivre les indications à l'écran. Ensuite, rendez-vous dans le menu Script afin de lancer updater.sh qui va automatiquement tout mettre à jour avec les derniers cores en date. Un core, c'est ce fameux logiciel qui reprogramme le FPGA pour simuler une machine. Cette opération est à répéter assez fréquemment car, comme je vous le disais, la communauté est très active et les cores sont souvent mis à jour. Enfin, lorsque vous avez lancé une machine, le menu Options permet de gérer un certain nombre de réglages propres à chaque core. Par exemple ici, sur un core Mega Drive, il est possible de changer le chipset sonore, la présence d'une manette 6 boutons ou de rajouter des skylines. Voici un petit exemple de rendu sur la Neo Geo. Yo, Takazaki. 現れた妹を探すため危険な町サウスタウンに乗り込む。Yo, Takazaki. 現れた妹をLes cores supportés actuellement par le Mister sont déjà nombreux. Même si les machines programmées ne dépassent pas les années 2000 dans la plupart des cas, les options proposées sont déjà très intéressantes. On notera pêle-mêle l'Amiga et l'Atari ST, un PC 486, la plupart des micros et consoles des années 80-90, dont la Super NES avec le support des processeurs SuperFX 1 et 2. Dans Arcade Core, on trouve différentes bornes d'arcade assez anciennes mais parfaitement émulées, programmées. Aujourd'hui, le développement de corps FPGA est très actif et de nombreuses mises à jour paraissent régulièrement. Malgré cela, le développement de corps récents comme la PlayStation 2 n'est pas encore d'actualité compte tenu de la difficulté à recréer un tel processeur. L'émulation a donc encore de beaux jours devant elle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais nul doute que je reviendrai dans les prochaines semaines sur le FPGA tant cette technologie est prometteuse. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.